CIMinfo est un projet qui a été développé par l'École des sciences criminelles. Il a été financé par les fonds d'innovation pédagogique de l'Université de Lausanne. L'objectif de ce projet est de créer un outil de simulation d'investigation de crimes destiné aux étudiants de 3e année de bachelor en sciences forensiques. Lors de leur dernier semestre, les étudiants de ce cursus suivent un travail pratique qui leur permet de mettre en application les connaissances acquises durant le bachelor. Cet exercice les fait évoluer à travers les différentes étapes d'une investigation forensique qui va de la scène de crime à la présentation des résultats d'expertise et qui inclut l'analyse de pièces à conviction ainsi que l'analyse et l'exploitation des traces. Afin de pouvoir simuler ces différentes étapes, un outil de visualisation a été mis au point. Il permet aux étudiants de prendre connaissance de la scène de crime. La photographie à 360 degrés permet d'avoir une vision complète et réaliste des lieux. Elle offre également la possibilité d'avoir une bonne représentation du positionnement des différents objets présents sur la scène. Pour faciliter la communication entre les étudiants qui travaillent en binôme et les assistants en charge du module, un outil de communication a été développé. Les étudiants qui, dans cet exercice, ont des rôles d'experts peuvent ainsi facilement communiquer avec les différents interlocuteurs impliqués dans l'enquête, à savoir par exemple le procureur, l'inspecteur en charge de l'affaire ou le médecin légiste. Ces différents personnages sont joués par les assistants qui, dans une optique plus pédagogique, assument également le rôle de chef de service, c'est-à-dire de personnes de contact à qui les étudiants peuvent s'adresser en cas de doute ou de questions. Cette application, pour plus de facilité, a été développée pour une utilisation à partir d'ordinateurs et de téléphones portables. Ces deux outils ont été utilisés cette année dans le module appelé Pratique forensique, dans lequel 4 assistants s'occupent de 56 étudiants. Ce module s'étend sur 9 semaines et correspond à 140 heures de travail pour les étudiants. Les années précédentes, les étudiants de ce module passaient la plupart de leur temps au laboratoire, où ils analysaient des pièces à conviction et exploitaient les traces mises en évidence sur ces pièces. Le confinement dû au Covid-19, qui a rendu impossible cette année l'accès au laboratoire pour les étudiants, nous a forcés à simuler l'ensemble des étapes de ce module. Pour illustrer concrètement l'utilisation de ces outils de simulation et pour présenter l'évolution au fil des semaines de ce travail pratique, je vous propose de maintenant suivre 2 étudiants fictifs de 3e année bachelor en sciences forensiques. Le 2 avril, alors en confinement depuis déjà 2 semaines environ, Léa et Sam reçoivent un message du procureur P qui leur transmet un mandat d'expertise. Ils reçoivent dans les jours qui suivent une liste de pièces à conviction à analyser. Pour chacune des pièces reçues, Léa et Sam commencent à réfléchir aux analyses possibles et pertinentes pour résoudre leur cas. Alors, le procureur nous informe que le lundi 30 mars, M. Jean Bomber a contacté la police car il était sans nouvelles de son associé, M. Barak Afrit. À son arrivée, la police a pu constater que M. Afrit était décédé dans sa chambre. La scène de crime a été scannée en 3 dimensions. Pour toute information complémentaire, nous pouvons contacter l'inspecteur John Hartigan. Nous avons un premier rendez-vous le lundi 20 avril avec le procureur pour lui présenter nos premiers résultats et un délai au 28 mai pour lui rendre nos résultats finaux et nos conclusions. Ok. Nous allons commencer par observer la scène de crime. Il y a une arme à feu près du corps, une douille à terre, un impact d'entrée sur la tempe droite. C'est peut-être un suicide ? Une lettre d'adieu. Est-ce vraiment lui qui l'a écrite ? Peut-être a-t-elle été déposée là pour faire croire un suicide. Est-ce qu'il y aurait d'autres traces qui pourraient nous aider à savoir laquelle de ces 2 hypothèses est la plus probable ? Une trace de pied a été détectée au sol. Intéressant. La victime est à pieds nus, c'est sûrement une trace de son pied. Il y a aussi des traces de semelles. S'il y a eu l'intervention d'un tiers, c'est peut-être des traces provenant des chaussures du protagoniste. Il nous faut plus d'informations. On va contacter l'inspecteur en charge de l'affaire pour lui demander un rendez-vous. Ok, il nous propose une vidéoconférence demain à 16h15. Bonjour, nous aimerions savoir l'état de la porte d'entrée à l'arrivée de la police et s'il y a des suspects dans l'affaire. La porte d'entrée de l'appartement de la victime est fermée mais pas verrouillée. Aucun signe d'effraction n'a été observé. Pour l'instant, seul l'associé de la victime, M. Bomber, est suspecté dans l'affaire. Pour votre information, le rapport du médecin légiste confirme la mort suite à une blessure par arme à feu.
Lors de l'autopsie, un projectile a été retrouvé dans le crâne de la victime. Dans cette affaire, soit la victime s'est suicidée, soit quelqu'un a tiré sur la victime. Il est crucial maintenant de savoir qui a tiré et avec quelle arme. Pour pouvoir soutenir l'une ou l'autre de ces hypothèses, il serait intéressant d'analyser en priorité la douille et le projectile pour voir s'ils sont compatibles entre eux et pour déterminer s'ils ont pu être tirés par l'arme retrouvée sur les lieux. Pour l'arme, on pourrait aussi faire un prélèvement pour rechercher de l'ADN de contact pour déterminer qui l'aurait manipulé. J'ai envoyé au procureur le rapport de préévaluation qui contient nos premiers résultats. Il nous a envoyé en retour la liste des pièces à conviction qui nous sont transmises pour analyse. Pour la douille, on peut proposer de déterminer les caractéristiques de fabrication, comme la longueur et le diamètre. On peut aussi analyser les traces laissées lors du tir par le percuteur, l'extracteur ou l'éjecteur. Cela permettra de déterminer si elle a pu être tirée par l'arme retrouvée sur les lieux. On pourrait aussi faire un prélèvement pour rechercher de l'ADN pour savoir qui a placé la munition dans le chargeur. Ok. Mais est-ce que l'ADN n'est pas dégradé par la chaleur lors du tir ? Bonne question. On va demander conseil à notre chef de service. Il a plus d'expérience que nous. Ok, donc, a priori, ce n'est pas une bonne idée de faire un prélèvement pour rechercher de l'ADN sur la douille. Une recherche de traces digitales, par contre, est pertinente. Une semaine plus tard, Léa et Sam ont établi pour chaque pièce une séquence d'analyse possible et proposent donc au procureur une méthodologie pour l'analyse des pièces reçues. Lors de l'étape suivante, les étudiants reçoivent les traces obtenues suite aux analyses demandées. Ils reçoivent également du matériel de comparaison, comme par exemple des empreintes de référence. Ils pourront ainsi analyser les traces retrouvées sur les lieux et les comparer avec les empreintes, par exemple, d'un suspect. Dans le cas de Léa et de Sam, cela leur permettra d'avoir des informations, entre autres, sur la personne qui aurait manipulé la douille. Cette étape d'exploitation des traces ne se limite pas aux traces digitales, mais concerne les différents domaines d'expertise forensique étudiés durant le bachelor, comme par exemple, et pour n'en citer que quelques-uns, l'exploitation des traces biologiques, des éléments de munitions ou des traces de semelles. La prochaine étape pour le projet sera d'avoir, une fois le module terminé, une évaluation des outils développés et un retour des étudiants et des assistants. Les résultats seront disponibles sur le site de l'Université de Lausanne, sur la page qui recense les projets financés par les fonds d'innovation pédagogique. Pour conclure, je tiens à remercier la professeure Céline Weiermann et le professeur Olivier Delémont qui ont collaboré à l'élaboration de ce projet, ainsi que toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre.